Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, émission dans laquelle on va débriefer le nul, le match nul obtenu en terre brestoise. Alors je règle un tout petit paramètre parce que, tac, je vous mets Cédric parce qu'il a changé de micro, donc je vous le mets. Bonsoir à toutes et à tous, donc on va débriefer ce match nul 2-2 après le même score de la semaine passée à la Baie des Champs contre Toulouse, avec un scénario relativement similaire, hein, deux fois une remontée au score de l'équipe adverse malgré la différence faite par la GIA. Confirmez-moi dans le chat qu'on nous entend enfin qu'on nous entend bien, installez-vous confortablement. On est trois ce soir, donc ce sera sûrement un petit peu plus court, même si je sais pas, j'ai peut-être deux pipelettes avec moi puisque je suis avec une équipe de nouveaux. Azoptique, Cédric qui est avec moi pour compléter le duo serrois. Azoptique, Cédric, comment tu vas? Ça va, bonsoir à tous. Ça va bien. On est quand même content de ce point, donc ça va. Oui, oui, en soi sur le fond, point satisfaisant, on va dire. Et puis Cédric, donc habitué de l'émission, même si c'est la première apparition, puisque très très présent dans le chat, ça fait plaisir. N'hésitez pas donc à me dire dans le chat si on nous entend confortablement. Pour finir, l'équipe ce soir, Yann, un des créateurs, fondateurs de Brest On Air sur les réseaux sociaux. Comment ça va, Yann? Ça va. Et bah moi, à l'inverse, c'est pas un très bon point. On s'embourgeoise à Brest. Il y a quelques années, on s'en serait satisfait, mais là aujourd'hui, on a un peu la grise mine en voyant les autres résultats et ce petit point pris face à une équipe d'Auxerre qui était à un bon niveau, mais qui nous semblait prenable quand même, Ouais, ouais, tout à fait, malheureusement. on y reviendra. Nous, pour nous, on va y revenir juste après dans la mise en contexte, mais c'était un peu ce coup de chance que cette journée tombe contre Brest entre les deux confrontations face au PSG. Brest l'a priorisé, on en reparlera notamment au niveau de la compo, mais du coup, ça nous a permis d'être un petit peu plus à l'aise sur ce match, bien qu'il ait été difficile. Commençons donc avec la mise en contexte. Yann, comment, au 17 février, tu jugerais la saison de Brest? Il y a eu cette trêve, il y a eu ce mercato. Comment tu gérais la saison avec la Coupe de France, le championnat, la Ligue des Champions? Ça fait beaucoup pour un club comme Brest. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Ça fait énormément de choses. Je vais aller un peu à contre-pied. Je vais faire comme s'il n'y avait pas de Coupe d'Europe et rappeler le bilan du Stade Brestois dans son histoire. On n'a pas gagné grand-chose, hein, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Brest, avant la saison dernière, n'a jamais fini au-delà de la huitième place, au-dessus de la huitième place. Brest n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale. Et aujourd'hui, 17 février, Brest qui disait, encore une fois, jouer le maintien, se retrouve, je crois qu'on doit être passé 9e, mais très proche des 5e, 6e places. On a un quart de finale à jouer face à Dunkerque. Donc rien que sur ce standard-là, ça serait une très bonne saison pour Brest. Et avec ça, tu rajoutes derrière la Ligue des Champions où notre but c'était de ne pas être ridicule, d'essayer de gagner au moins un match. Finalement, on aura passé le premier tour, on aura eu des très très beaux moments, des très très beaux souvenirs. Ça se finit un peu en queue de poisson contre Paris, mais bon, c'est dommage, mais ça donne des certitudes pour la suite de la saison, sur la qualité de l'effectif, sur la quantité de l'effectif. Et finalement, il y a quelques années, quand Brest et Auxerre étaient tous les deux en Ligue 1 à jouer le maintien, je ne suis pas certain qu'une équipe bis du Stade Brestois aurait récupéré un match nul face à Auxerre. Donc c'est aussi des signaux que le club avance bien, tranquillement, mais bien. Et voilà, si je parlais d'embourgeoisement, c'est vrai qu'on peut se satisfaire de ce qu'on a, honnêtement. On ne va pas commencer à râler. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance, hein, même nous à Auxerre, on a tendance à être peut-être trop exigeant après ce qu'on a pu vivre cette saison. C'est vrai que quand on voit cette équipe-là de Brest qui se présente face à nous, équipe bis, c'est impressionnant aussi bien en termes de qualité qu'en termes de quantité. Je me rappelle moi cet été quand je suivais un peu le mercato de toutes les équipes, et j'étais pas le seul à le dire, que voilà, l'effectif de Brest, ça ressemblait un peu à on prend qui on peut prendre, un maximum de mecs, et puis on verra après ce que ça fait. Et au final, on se rend compte que au-delà de la quantité, c'est de la qualité quand même que ce staff a recruté. Ouais, et c'est de la diversité, parce que c'est des joueurs qui font des choses très différentes. Alors, ça se ressent un peu parce que parfois il y a des manques d'automatisme, mais effectivement, ça a été un mercato qui s'est fait très tard. Je crois qu'on a recruté 48 dernières heures, mais ça a suffi pour bien avec des champions. Cette phrase est lunaire quand même. Quand on est le Stade Brestois, c'est pas normal de dire ça. Il y a quelques, je sais pas si Cédric, est-ce que tu as aussi les petits lags Ouais, chez Yann?
Ouais, je sais Ouais. pas, ça doit être la connexion, mais c'est pas grave, on va faire avec. Oui, on a réussi à quand même à comprendre un petit peu le truc, et c'est vrai que cet effectif-là, quand on voit, alors il y a quelques joueurs qui avaient été titulaires contre le PSG la semaine dernière, concrètement, ouais, c'est un très très bel effectif. Sur la compo, justement, de Brest vendredi soir, beaucoup de changements. Combien de joueurs titulaires contre le PSG quelques jours avant? Seulement 4-5, même moins que ça, Yann? Kenny Lala, latéral droit, Marco Bizot, Madi Camara, Hugo Magnetti et Ludovic Ajor, donc Ouais. 5. C'était une compo, je t'avoue, que j'ai trouvé un peu bizarre. Parce que, en fait, les joueurs qui ont été préférés, je pense à Kamau Doumbia, à Julien Cardinal, c'est les joueurs qui n'ont pas donné satisfaction dans leur dernière sortie. Là où il y avait d'autres joueurs sur le banc qui, peut-être, à mon sens, méritaient un peu plus. Je pense à un Romain Fèvre qui a joué qu'à la toute fin, par exemple. Et l'autre chose qui m'a surpris, c'est que finalement, les 5 joueurs que j'ai cités là, qui ont joué contre Paris et contre Auxerre, il y en a 2, 3 qui sont parmi ceux qui commencent à tirer de la langue physiquement, parce que c'est ceux qui jouent le plus. Donc, on pense à Madi Camara, à Kenny Lala, même à Ludovic Ajor, qui a fait un très bon match. Et c'est les 3 joueurs qui enchaînent match. On est plutôt allé voir eux tourner. Finalement, non, on a fait tourner des garçons comme Pierre Lesmelou, comme Abdallah Sima, comme Mama Baldé, si Salah ne se blessait pas. Donc, c'était double surprise comme ça. Et la dernière surprise, c'est quand même, on sait qu'en Ligue 1, on a besoin de tauliers. Et là, Eric Roy, sur ce match, a changé ses tauliers en charnière centrale. On s'est retrouvé avec une charnière centrale, le Cardinal Ndiaye, qui a joué 1 ou 2 matchs, pas plus, cette saison, et avec 2 joueurs en fait qui ne performent pas globalement cette saison. Et je pense que vous êtes assez régalés quand même. À ce titre, j'ai re-regardé le match hier, mais j'ai aussi regardé le résumé de la Ligue 1 publié ce matin. C'est terrible pour les 2 défenseurs centraux. On voit les 2 centraux en grande difficulté, hélas. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on pro très très remanié, et tu l'as dit, avec des associations de joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, et sur certaines séquences, c'est vrai, tu l'as dit, on l'a vu, côté Auxerre, grand grand remaniement aussi, Cédric, avec enfin, j'ai envie de dire, ce changement tactique tant réclamé par les supporters, aussi bien sur les réseaux sociaux que au stade, etc. Tout le monde le réclamait, et les supporters ont enfin eu gain de cause, passage à 4. Ouais, ouais, ça fait plaisir, on change enfin. Et surtout, ce qui m'a le plus plu, moi, c'est la titularisation de Baer. On peut le voir. Bon, en plus, il a fait plutôt un bon match, mais après, on reviendra plus tard. Mais ouais, au moins, ça apporte plus de monde devant. 4 attaquants, c'est quand même mieux. Euh, Après, effectivement, l'effectif, enfin, la compo de Brest a aussi aidé sur ça. Mais au moins, ça apporte de la nouveauté et on a au moins essayé. Ouais, on a essayé, c'est vrai que Et depuis quelques... Vas-y Yann, vas-y. C'était juste sur la compo aussi, on va se dire que nous, côté Brestois, on a été surpris par ce changement de compo, parce que Brest, depuis 1 an et demi, 2 ans, a une constante, c'est d'avoir d'énormes difficultés contre les équipes qui défendent à 5. Et là, on voit Auxerre qui, bon, certes, se cherchait à 5, mais qui arrive et paf, qui met une défense à 4. Donc on s'est dit, peut-être que s'ils n'ont pas les automatismes, ça peut bien tourner. Et finalement, non, on a vu une défense auxerroise assez solide, je trouve. Ouais, justement, ce changement-là tactique, c'était à mon avis parce qu'on a éprouvé beaucoup de difficultés sur le plan défensif sur les derniers matchs. Finalement, il y avait volonté de, bah, quitte à avoir des difficultés à 5, on va enlever un mec devant et puis un mec derrière, pardon, et le mettre devant. Ça a profité à Théo Baer. Flo Hayé avait eu la confiance du coach il y a quelques semaines. Là, c'est Théo Baer qui l'a. Et pour le coup, on y reviendra après, mais il a répondu plutôt positivement, je trouve en tout cas. Il fait sa passe D notamment sur la déviation de la tête, mais au-delà de ça, il a répondu assez positivement, même si paradoxalement, tu l'as dit Yann, c'est une équipe de Brest qui a plutôt du mal contre les équipes à 5, et, enfin qui joue à 5 derrière, et donc on aurait pu se dire peut-être que le changement tactique aurait pu arriver sur le match d'après ou le match d'avant. Bon, en tout cas, sur ce match-là, ça nous a pas tellement euh, défavorisé, on va dire, dans le sens où ça permet de mettre un attaquant en plus, et on y reviendra après, mais ça a fait mal sur certaines séquences. Parlons un petit peu de Brest avant de parler de la GIA, et sur le plan collectif, qu'est-ce qui t'a plu, toi, Yann? On a vu quand même une équipe de Brest qui a multiplié les actions sur les temps forts.
très très actif sur les temps forts, qui a multiplié les actions sur ces temps forts-là, mais qui malgré tout n'a pas réussi à faire la différence et a réussi qu'à scorer en réaction au but au Serrois. C'est ça, tu as tout dit. Bah, le point très positif, c'est cette capacité à réagir, à ne pas se laisser couler quand tu es mené. Maintenant, moi j'ai aussi apprécié la capacité offensive parce que Brest s'est procuré pas mal d'occasions. On a raté beaucoup, il faut le dire. Mais on sent que cette équipe peut marquer régulièrement. Je ne vais pas dire contre tout le monde, mais ça reste plaisant. On veut du spectacle avant tout. Et ce Brest-là semble capable de le proposer. Et puis globalement, on a quand même retrouvé plusieurs séquences, surtout en deuxième mi-temps, où c'était très cohérent. Vraiment, où on retrouvait un Stade Brestois qui savait ce qu'il faisait, on savait comment faire. Et ça donne un peu confiance pour la suite de la saison. C'est-à-dire que cette équipe, ok, des fois elle n'est pas en réussite, des fois pas, et la semaine prochaine on verra la même chose, on reverra les mêmes séquences. Donc c'est satisfaisant sur le long terme globalement. Moi, je voulais te poser une question, Yann, c'est sur cette équipe-là, bien que remaniée, donc au début du match, avec cette ligne de 3 on va dire, en dessous à Jorque, Camara, Salah, Doumbia, qui est censé être le réel créateur, qui est censé donner la dernière passe ou l'avant-dernière passe, en tout cas casser la ligne par la passe. J'ai trouvé qu'on avait peu retrouvé ce style de joueur dans ce registre, bien que l'entrée de Baldé ait fait beaucoup de bien. Salah est sorti assez tôt dans le match à la 20e minute, mais il faisait pas de différence. Là où Baldé les a faites pas par la passe, plutôt par le dribble, par la conduite, par sa vitesse, sa puissance. Est-ce que c'est Kamori Doumbia qui aurait dû faire la différence par la passe? J'ai pas retrouvé de profil vraiment créatif, propre avec le ballon. C'est vrai que tu parlais de Robin Fèvre, on le sait, c'est un joueur qui est à l'aise techniquement. Voilà, qui aurait été censé faire le jeu, on va dire, dans cette équipe brestoise? Je pense que c'était effectivement Kamori Doumbia, aidé par beaucoup de percussions de Madi Camara par exemple, mais Doumbia en premier lieu. C'était un peu mieux, hein, même pour Doumbia, quand Baldé est rentré, parce qu'on est repassé au système qu'on utilisait les dernières semaines, c'est-à-dire un système avec deux pointes, un losange, avec un milieu qui, offensivement, quand on a le ballon, voilà, se met dans l'axe, circule beaucoup, et ça marchait plutôt bien. C'était aussi ça la surprise, c'était de voir que finalement Brest semblait abandonner pour revenir à quelque chose de plus classique. Mais on en parlera dans les performances individuelles. Ça fait plusieurs semaines qu'on attend beaucoup de Kamori Doumbia, ça fait plusieurs semaines qu'on ne le voit pas ou qu'on est déçu. Et c'est pour ça que je disais que moi j'aurais préféré voir Romain Fèvre, alors que c'est un joueur que je n'apprécie pas énormément du fait de des soucis de comportement par le passé, mais force est de constater qu'aujourd'hui, lui est capable de créer. C'est pas le cas de Kamori Doumbia. Ouais, c'est vrai, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'un profil créatif. Cédric, je crois que tu es aussi suiveur d'un œil, en tout cas du Stade brestois. Si tu peux nous donner ton avis sur cette équipe et justement faire la transition sur les matchs que tu pu voir. Tu connais aussi bien la GIA que Brest. Comment est-ce que t'as vu que la GIA avait réussi à déranger Brest aussi bien en attaque qu'en défense? Bah, je vais rejoindre Yann sur pas mal de points. Moi, j'ai pu voir au stade. Bon, là, j'étais au stade en plus, là, donc j'ai pas forcément tout bien vu, j'ai pas pu le revoir. Mais par contre, j'ai vu directement du stade quand ils sont donc Brest-Nice. J'ai vu aussi Strasbourg et j'ai vu Nantes. Et moi, j'avais beaucoup aimé, même quand ils avaient perdu, par contre, face à Nice, la deuxième mi-temps qui avait été 100% pour eux, ils avaient dominé, mais vraiment Nice n'avait pas touché le ballon. Là, j'ai eu du mal à retrouver ça, même face à Auxerre. Enfin, j'ai pas eu la même sensation vu du stade en tout cas. Mais effectivement, je pense que surtout d'un point de vue individuel, où des joueurs, moi j'ai beaucoup Doumbia en général, mais c'est vrai qu'il est pas dedans depuis quelques semaines. C'est compliqué. Et à l'inverse, ce qui nous a fait du mal, nous, en tant qu'Auxerrois, c'est effectivement la sortie de Salah. C'est presque ce qui leur a un malheur pour un bien. C'est que ça a redonné du dynamisme et de la vivacité devant, parce qu'en fait, il ne proposait pas grand-chose. Et, euh, et voilà. Après, Brest, quoi qu'il arrive, on sait que c'est meilleur, de toute façon, individuellement, euh, et surtout collectivement. Et je pense qu'on verra une fois que la Ligue des Champions sera passée que moi, honnêtement, à la fin, je les vois européens. Je vois Brest devant,
je sais plus qui est juste devant, mais par exemple, je crois qu'ils sont à la lutte avec Lens, Strasbourg. Strasbourg, ouais. Ils sont pour moi meilleurs et plus constants. Là, la Ligue des Champions fait que physiquement, on sent qu'il y a un besoin de faire tourner, mais collectivement, quand tu auras tout le temps le milieu de l'année dernière, milieu fort avec Lesmelou, Camara et Magnetti, quand ça reviendra à jouer ensemble tous les trois tout le temps, bah, ça va quand même faire beaucoup de mal à beaucoup d'équipes en Ligue 1, quoi. Ouais, ouais, et puis en plus, il y a quand même encore cette Coupe de France à aller jouer. Mm. C'est-à-dire que sur quasiment chaque match, il va y avoir l'équipe type, entre guillemets, bien que je pense qu'Eric Roy fasse jouer un peu, enfin essayer de concerner quand même tout le monde sur cette fin de saison, puisque l'effectif était taillé pour, en tout cas en termes de quantité, pour la Ligue, enfin pour cumuler les trois compétitions. Là, il y en a une qui devrait, sans trop de surprise, être mise de côté cette semaine. Mais il y a encore quand même la Coupe de France à aller jouer, le championnat. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même un effectif qui va pouvoir. Enfin, finalement, il y a assez peu de matchs en Ligue 1, je pense, où il y a eu vraiment cette équipe type, où il y a eu les 11 meilleurs sur le terrain. Je pense que c'est assez peu arrivé cette saison. Yann, tu me dis si je me trompe, mais avec l'enchaînement de toutes les compétitions, ça doit faire beaucoup. Ce qui en fait a surtout empêché l'alignement du numéro 11, c'est qu'on a eu beaucoup de blessés. Il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, on avait 9 blessés, c'est quand même considérable. Alors, c'est un peu le karma qui s'équilibre, hein, parce que la saison précédente, on n'en a eu aucun, c'était lunaire. Mais là, voilà, 9 blessés, dont des joueurs assez importants, que ce soit dans le caractère ou dans le style de jeu. Bon, voilà, on récupère un effectif. Bon, on a perdu Ibrahim Salah pour au moins quelques semaines, on fera avec. Mais ça n'empêche que finalement, ce qu'on avait sur le terrain, à l'exception de la charnière centrale et du latéral gauche, dont c'était le premier match en Ligue 1, bah, c'était quand même des gens qui avaient un peu l'habitude de jouer ensemble, qui étaient assez cohérents. Et sur la performance collective, il faut quand même avouer que la première mi-temps brestoise, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas très cohérente. On avait l'impression d'un Stade brestois qui jouait au réflexe, mais qui n'arrivait pas forcément à savoir vers où aller. Et ça s'est traduit par une réalité concrète, c'est que, honnêtement, si Auxerre est efficace et clinique, le match à la mi-temps, il peut être plié. Il y a quand même au moins Oui. 2 très grosses occasions auxerroises qui sont ratées, sauvées par Bissotte. On s'en sort bien, c'est ce qui nous permet de revenir derrière, mais il ne faut pas oublier que la première mi-temps n'est pas réussie à Brest. Ouais, ouais, je trouve beaucoup de déchets techniques aussi. J'ai noté, même aussi côté OCR, hein, mais beaucoup de déchets techniques dans cette première mi-temps. Et c'est vrai qu'on se rappelle quand même le face-à-face de Baer où il tente son piqué du gauche. Où non, il y avait pas encore un zéro, je crois pas. Si, c'est Il y avait juste déjà après un le but, zéro, justement. juste Deux après le minutes but, après. avec une récupération assez haute pour une fois, et Baer qui loupe. Alors il a pas le temps hein, de se mettre sur son pied fort. Mais bon, quand même, il doit faire mieux, parce que surtout que sur la gauche, il y a quand même aussi du monde dispo. Parlons justement un petit peu de cette équipe d'Auxerre, Cédric, si tu le veux bien. On a quand même réussi à mettre 2 buts, encore une fois, ça fait 3 matchs de suite qu'on met 2 buts. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans cette performance, enfin, collectivement, côté AGIA? Pas à l'apport offensif, on va dire qu'on n'a pas hésité. Alors, on a peut-être moins fait les passes, on a moins fait de petites passes, on a peut-être été plus devant parce qu'il y avait Baer, mais au moins on s'est lancé, on y a été. On a essayé de jouer un peu plus haut. Bon, c'est facilité parce que justement Brest essaye plus ou moins de repartir quand même, hein. Donc c'est moins. Même si bon, il joue aussi pas mal sur Ajorc, mais ça essaye quand même de relancer, donc on peut nous essayer de monter. Et puis un peu plus de monde dans le cœur du jeu aussi qui a aidé. Ils étaient quand même trois. Traoré a quand même fait les efforts. D'ailleurs, sa sortie à la mi-temps a fait beaucoup de mal, mais il faisait les efforts. Donc ça a beaucoup joué. Donc à voir s'il va perdurer contre Marseille avec le défense à 4, parce qu'on sait que contre les gros, généralement, il est bien passé à 5. Mais ce qui était appréciable, c'est qu'effectivement, on avait du monde, ils faisaient les efforts et ils jouaient ensemble, surtout. Ils ont essayé de jouer ensemble et plus dans la lignée des matchs qu'on pouvait faire à domicile qu'à l'extérieur. On ne les a pas forcément regardés. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais, ouais, sur le fond, le point ramené de Brest, c'est quand même un bon point. Et quand on voit la prestation, finalement, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a des sauts de concentration. Et le plus gros, c'est sur le deuxième but. Comme la semaine d'avant contre Toulouse, où finalement, tu as des sauts de concentration qui font que t'arrives pas à prendre 3 points. Alors, sur l'ensemble du match, c'est vraiment pas volé, hein, le point de Brest, notamment la deuxième mi-temps, où pour le coup, Brest revient bien du vestiaire et où le point n'est pas volé, voire ça aurait pu finir par mal tourner pour nous. Cohérence offensive et
même au-delà de ça, cohérence défensive, dans la mesure où on en parlait tous les trois en préambule. Moi, quand je vois la défense à 4, je suis content. Puis après, je me dis, waouh, va pas falloir que ça tourne au massacre, quoi. Parce que, comme je le disais, c'est quand même des mecs qui se préparent, qui s'entraînent, qui analysent. Enfin voilà, tout est préparé autour d'une défense à 5 tactiquement depuis 4-5 mois. Et là, sur une semaine, ou peut-être, voilà, connaissant Pélissier, ça date peut-être de la semaine d'avant, c'était pas encore tout à fait mûr, tout à fait prêt, donc il passe sur une défense à 4 qu'une semaine après. Mais il y a eu quand même une certaine forme de cohérence. Bien que j'ai trouvé certains joueurs en dessous, on y reviendra. Il y a quand même eu une certaine forme de cohérence, mais il y a un moment où tu as l'impression que, je sais pas, je sais pas, ça déconnecte, ou Max dit dans le chat, plus que des sauts de concentration, ce sont des vraies grosses carences individuelles. Euh, je suis d'accord, et en même temps, je me dis, il y a quand même toute une partie du match où ça tient, où la charnière Djouba-Lakpa est plutôt cohérente, etc. Et puis, tu as un moment où, comme contre Toulouse, où tu as Ocho qui sort à 10 mètres de sa défense, et là, tu as des joueurs libérés, Akpa qui joue le hors-jeu tout seul, c'est-à-dire qu'il fait un pas en avant, là où Mensah couvre totalement le hors-jeu, Ajorc se retrouve seul entre guillemets devant lui, parce que Akpa revient, mais il est dans son dos, il est en retard. Ouais, c'est assez incompréhensible, ces sauts de concentration ou ces carences individuelles, je l'explique pas, honnêtement. Max qui dit la défense à 4 était liée à la blessure de Diomandé. On verra au prochain match. Vas-y, Cédric. Après, moi, je trouve ça un peu dommage, par contre, d'avoir lancé Agpa à 4 quand on va à Brest, parce qu'en fait, il se retrouve face à Ajorc, qui fait 15 cm de plus que lui, Ouais. qui est le meilleur attaquant de la tête, je pense, du championnat. Et lui, qui est quand même un défenseur central axe gauche, voire défenseur latéral gauche, bah, sur chaque duel, il était pris, ce qui est un peu logique. Donc, on va dire que dans l'idée, c'est peut-être notre meilleur défenseur central qui va avec Joubal, mais dans ce cas-là, bah, peut-être pas. Ouais, non, Pas c'était dans ce pas. match-là. C'est vrai que c'était pas un cadeau pour lui, même de le mettre dans cette défense à 4. Alors, il est central hein, Mm. de formation, mais c'est vrai qu'on l'a vu vraiment s'épanouir pour le coup dans l'axe gauche d'une défense à Mm. 3. Non, c'est vrai que c'était pas un cadeau à genre quand même gros client pour un premier match dans une défense à 4 en Ligue 1. Très gros client, notamment de la tête. C'est vrai que Akpa, il est relativement petit. Je sais pas combien il fait, il doit faire 1,82 peut-être, un truc comme ça, je dirais. Donc, il est pas très grand par rapport à Ajor pour le coup, qui est très grand, très imposant, qui prend de la place dans les duels aériens et qui est précis en plus. Parce que quand on regarde, on peut les comparer un peu, mais nos deux neufs étaient relativement semblables dans le profil. Ajorc et Baer, bien que sur la morphologie physiquement ce soit pas les mêmes, sur la taille oui. Pour le coup, enfin voilà, ça a vraiment rien à voir dans la qualité des deux joueurs. Et c'est ce qui nous montre encore que le problème du neuf sera récurrent jusqu'à la fin de saison. Bien que, et on en parlera juste après, mais Baer ait fait quand même, je trouve, un match correct par rapport à ce qu'il avait montré auparavant. Avant de parler de Baer et des performances individuelles côté Océan, on va parler un petit peu de Brest individuellement. On a nommé à genre, quels sont les autres joueurs qui t'ont plu côté Brest, Yann? Ça fait un peu jonction, mais je dois quand même préciser un élément, l'élément un peu mauvais joueur, mais cette analyse-là qu'on a de Brest-Auxerre, elle joue quand même à peu de détails, à peu de centimètres, parce que tu as le but de Baldé qui est refusé pour un demi-talon. Il y est, il n'y a pas de souci, c'est un hors-jeu, mais ça se joue vraiment à très peu. Et tu as le deuxième but d'Ajor qui est refusé pour un coup de sifflet quelques secondes trop tôt. Donc voilà, c'est du petit détail qui fait que tu passes d'un 2-2 à un 3-2, un 4-2 qui peut changer ton analyse. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot et il n'y a pas Mais grand-chose à dire, au moins sur le but de Baldé. Hein. Il n'y a pas de souci. justement, sur le but de Baldé, Yann, enfin, je voulais avoir votre avis parce que moi, quand il y a but, à aucun moment je pense au hors-jeu. Impossible à l'œil nu de le voir, honnêtement, ou quasi impossible. Par contre, je me dis, enfin, Piero, quoi. Tout de suite, je me dis Piero. Alors, je vois pas dans quel. Est-ce que s'il n'y avait pas eu hors-jeu, est-ce qu'il y aurait eu geste dangereux ou quoi? Parce que Hoover ne peut absolument pas intervenir concrètement. Enfin, s'il intervient, il prend vraiment le crampon dans la tête, quoi. Je suis d'accord, mais le fait qu'il n'intervienne pas fait que peut-être, justement, ça n'a pas été Ouais. sifflé. S'il essaye de la jouer, mais bon, mais encore une fois, j'ai pas trop de soucis avec ce hors-jeu parce que, quoi qu'on dise de la VAR, il y a une constante, c'est que les hors-jeux sont sifflés au centimètre près depuis le début de la saison. Oui. Donc voilà, c'est comme ça. Et la transition, elle est toute trouvée. Tu me lançais sur les performances individuelles.
Cédric l'a déjà dit, mais pour moi, l'homme qui a un peu réveillé le Stade Brestois, qui a tout fait basculer, c'est Mama Baldé. Ouais. Super rentrée, dans son profil, très généreux, toujours un peu de gâchis, mais ça fait longtemps qu'il court après son but. J'espère qu'il va bientôt le marquer. Et en plus, ça fonctionne bien avec Ludovic Ajorc, quoi qu'on dise. Ajorc, c'est le monsieur parfait. Hein. Ça fait 1 mois et demi, il est au four au moulin, il ne s'arrête pas, c'est toujours très très bien. Donc voilà, c'est mes 2 grosses satisfactions individuelles, mais c'est vrai que comparé aux dernières sorties de Brest en Ligue 1, il n'y a pas tant que ça de satisfaction individuelle en fait. Beaucoup de joueurs qui ont été soit très décevants, notamment derrière, soit des joueurs qui ont été assez neutres, assez moyens. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas être parfait toute la saison, mais c'est vrai que ça change un peu. Ouais, c'est vrai que je m'étais noté, moi, à Georges Baldé, c'est les deux noms qui me venaient en tête, et comme tu l'as dit, Yann, pas vraiment d'autres noms, même, voilà, je trouve que à Georges Baldé, c'est des plus-plus, on va dire, mais il y aurait même pas un nom qui me viendrait en plus. Voilà, il y a enfin, j'ai pas trouvé, il y a des joueurs qui ont été relativement neutres, ni bons ni mauvais, je pense à Magnetti, Fernandez au milieu, ils ont pas fait un mauvais match, de là à dire qu'ils ont fait un bon match, un très bon match, j'irai pas jusque-là. Alors est-ce que si on les mentionne pas en mauvais match, c'est qu'ils ont fait un bon match? Pourquoi pas, mais même le positionnement de Mady Camara, est-ce que la semaine passée contre le PSG, il était déjà à cette position? Est-ce que c'est récurrent depuis le début de saison? J'avoue que je regarde pas Brest tous les week-ends, mais en tout cas, c'est pas son poste de formation, quoi. Oui, oui, si, tu veux dire au milieu en box-to-box Bah ou légèrement désaxé à gauche ouais, potentiellement pour un moment. à droite plutôt, non? Camara, c'était pas Ouais. sur la droite? Il est Oui, à oui, à droite droite, plutôt, c'était ouais. Magnetti. Mm. Oui, oui, c'était Magnetti. Non, c'est assez régulier. Maintenant, ce que je disais au tout début, dans les joueurs qui commencent un peu à tirer la langue, il y a Mady Camara et ça se ressent avec Ouais. un volume de jeu qui est moins conséquent et qui lui permet moins de faire ce qu'il sait faire. Maintenant, je l'ai trouvé peut-être un des meilleurs neutres, on va dire. Oui, Et là où par contre, je suis désolé, je suis un peu obligé d'être en désaccord, c'est le match de Fernandez que je trouve catastrophique. Enfin, Fernandez, c'est un yaourt nature, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, tu vois pas de différence. Et Les Melou, qui est rentré, n'a pas forcément fait une très bonne rentrée, mais en termes de caractère, en termes d'intention, on a vu que c'était autre chose. Les Melou affecte la manière dont ses coéquipiers jouent. Souvent, il les rend meilleurs, bon, des fois, c'est pas le cas. Mais Fernandez, wow, je l'ai pas vu du match, c'est assez terrible. Fernandez, c'est souvent pas son arrière, quoi. Ça revient souvent C'est vers ça, les centraux, quoi. c'est exactement ça. Mais comme les 2 centraux n'étaient pas très à l'aise ce week-end, bon, c'est Mm. double peine. Bah, le Cardinal s'est un peu retrouvé dans la même idée que Akpa, face à un grand qui lui prenait de la Mm. tête tous les ballons. Donc, moi, en plus, vu du parquage, l'accélération de Baird à la lutte, et ben, en fait, il était à la lutte avec lui et il a pris un coup d'épaule, mais monstre. Donc, alors que normalement, en tant que défenseur, c'est toi qui dois le bouger. Donc, ouais, dans l'idée, Cardinal, défense n'a pas été au top. Hein. oui, non, c'est vrai. Non, non, non. Difficulté, bah tu le disais, Yann, c'est une charnière qui a été très peu titularisée ensemble, mais manque de repères, manque de. Après, le Cardinal, vous me dites si je me trompe, mais c'est plutôt un latéral droit de formation, non? Ou en tout cas, Euh, le, Car- le Cardinal, c'est un mec qui a surtout joué dans des défenses à 5 avant d'arriver à Brest. Il jouait ouais. soit latéral droit, soit en charnière centrale. Et chez nous, on l'a surtout fait jouer en défense centrale, mais ça a toujours été le remplaçant du remplaçant. Il n'a jamais trop pu enchaîner. Et bon, à titre personnel, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément parce que c'est un mec qui a beaucoup de lacunes défensives. Et on l'a vu le nombre de fois où il s'est fait bouffer par Baird, que ce soit physiquement, que ce soit dans les appels, même techniquement. Alors que, avec tout le respect que j'ai pour Baird, c'est quand même pas le joueur le plus technique qu'on ait vu à l'Oblé cette saison. C'était compliqué. Et à côté de lui, il a eu un NDI qui a fait qui a un mauvais début de match et qui n'a pas réussi à se relever, même s'il marque un but dégueulasse. Et voilà, ça donne le deuxième but où il fait n'importe quoi et Auxerre marque le deuxième. Enfin, voilà, il y a aussi cette question de confiance qui fait que 2 joueurs qui ne sont pas en confiance l'un à côté de l'autre, tu rajoutes quoi. Et puis, je suis en train d'y repenser, mais sur le face-à-face loupé de Berge, j'ai plus exactement l'action en tête, mais c'est pas NDI qui est fautif à la relance ou c'est pas NDI qui perd le Si, ballon, il me si, tout semble. à fait. Ouais. Tout à fait. Et sur le raté de Traoré juste avant la mi-temps, c'est le Cardinal qui voilà, se fait avoir comme un bleu. Donc les points faibles étaient assez vite identifiés malheureusement du côté de Brest et les Auxerrois ont bien joué dessus.
Oui, la charnière centrale, compliquée en tout cas pour la charnière centrale brestoise vendredi soir. Cédric, si tu veux nous parler un petit peu des satisfactions de côté Auxerre, on a pas mal mentionné Baird et c'est vrai qu'il a fait son match. Ouais, ouais, bah moi j'étais curieux de le voir, j'ai envie de le voir depuis un moment. Je pensais pas que ce serait contre Brest parce que je pensais qu'on serait quand même nettement dominé. Et comme habituellement, quand on est dominé, ils préfèrent mettre Sinayoko pour la vitesse. Donc j'ai été surpris de le voir. Et en plus, j'étais dans le parcage avec un collègue qui était pas forcément content de le voir. Et du coup, il a fait pas mal de bonnes choses, donc agréablement surpris. Et non, non, à revoir surtout. À revoir. Après, il a rien fait d'extraordinaire non plus, mais il a fait plutôt ce qu'on lui demande de faire. Il donne le premier but, il aurait pu en donner un deuxième. Par contre, à l'inverse, il en rate une énorme. Donc, euh, donc voilà, c'est oui et non. Ouais, honnêtement, Baird, s'il n'y a pas son débordement sur le côté gauche, je reste. Enfin, s'il n'y a pas ça, clairement, mon commentaire, c'est avec la tête, ça va, mais avec les pieds, c'est une catastrophe. Et c'est vrai qu'au-delà de cette prouesse technique, parce que voilà, faut le dire, hein, il bouge bien le cardinal dans le duel. Enfin, je veux dire, la conduite de balle est propre, il fait en sorte de ne pas faire sortir le ballon, et même le service après, si je me trompe pas, il est pas horrible. Donc, au-delà de cette prouesse technique, avec le ballon dans les pieds, c'est très compliqué. Mais finalement, c'est pas dans ce registre-là qu'on doit l'utiliser. Et c'est là où tu as raison, Cédric. C'est-à-dire que dans son registre, dans son domaine, bah, il n'a pas été mauvais du tout sur le match de vendredi. On peut pas non plus s'attendre, en prenant Baird, 1,5 million, qui a pas joué depuis le début de saison, qui a eu, je sais pas, peut-être 2 ou 3 titus. On peut pas non plus s'imaginer que il va planter triplé dès son premier match, etc. C'est un attaquant qui est en manque de confiance, qui prend des tout petits temps de jeu par match. Ça va de un quart d'heure à rien du tout, parce que des fois il rentre pas du tout. Euh, qui en plus avait été ménagé il y a 15 jours pour un problème au quadri ou enfin voilà qui avait été un peu court il y a 15 jours. Voilà donc honnêtement sur le match de vendredi, moi je suis plutôt satisfait de sa prestation. Il donne une passe D, il gagne des duels dans les airs. Alors on l'a souligné, mais la charnière brestoise était en difficulté aussi. Mais il a su en profiter, il a su donner ce qu'il avait à donner. Euh, non, par contre, bah, vas-y, je te laisse finir, Cédric, sur les autres performances individuelles, et puis Ouais, je donnerai mon ressenti après. bah, on va garder sur les meilleurs. Bah, Joubal a fait plus Ouais. qu'un match. Heureusement qu'il était là en défense parce que ça a été compliqué autour. Euh, le milieu a été plutôt bon. Il a fait ce qu'on lui a demandé aussi. Perrin, forcément, en, en majeur. Il fait tout. Il est obligé de remonter les ballons. Il doit finir. Il doit tout faire. Il tire les coups francs. Enfin, heureusement qu'il est là. Euh, Traoré, plutôt bon. On l'a revu prendre la profondeur, on l'a revu faire des dribbles là où c'était compliqué quand même depuis Ouais. quelques semaines. Il a retrouvé plutôt un Traoré plutôt en forme, physiquement prêt. Donc c'était plutôt bien. Sinayoko, meilleur dans son rôle, forcément. Là où c'est pareil, on l'attendait. Donc la cohérence en attaque était bonne parce que chacun était dans son poste, surtout. Et c'est vrai que moi je suis partisan en termes d'entraîneur, je prends d'abord les qualités du joueur pour savoir où placer. Si le joueur, je vois qu'il a des qualités de vitesse, de percussion, je vais plutôt le mettre à droite et pas devant, on va dire. Donc c'est vrai que avant de donner une étiquette à un joueur, j'aime bien savoir ses qualités. Et c'est vrai que quand on met chaque joueur à son poste, c'est quand même plus sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi sur la cohérence offensive, sur l'adéquation entre les qualités et le poste. Même bien que Sinayoko ait certaines qualités pour jouer en neuf, concrètement, et d'ailleurs c'est un joueur qui a été alors formé en neuf, mais très vite exilé sur le côté dès ses premiers pas en pro. Et c'est un mec qu'on sent bien plus épanoui sur le côté. Il était rentré la semaine dernière contre Toulouse, il avait fait plutôt une bonne entrée, il me semble, Mm, sur le côté. Oui, c'est la semaine dernière que Aïe avait été titularisé en mm. pointe et que Sinayoko était rentré sur le côté. J'avais trouvé bien mieux. Pareil pour Traoré, je suis d'accord, il a été mieux, même s'il n'a pas été au niveau, on l'a déjà vu, il a été mieux que les semaines précédentes où il avait été très très en difficulté contre Toulouse. Alors il met son but magnifique, mais alors qu'est-ce qu'il est en difficulté dans le jeu, dans les transmissions, beaucoup de déchets, etc. C'est pas du tout ce dont on est habitué à le voir faire. Euh, BR et puis Perrin, bah, j'ai envie de dire c'est une Perrin dépendance en ce moment, Mm. hein. Il y a pas d'autre mot, c'est la Perrin dépendance. Enfin voilà, il y a
doublé de passe D contre Toulouse, doublé contre Brest. Et puis même au-delà de ça, son importance dans le jeu, dans les transitions, enfin, dans la création d'occasions, etc. Bon, là, en plus, il était à la finition. Donc, en plus, on Mm. voit qu'il est capable de tout. Et puis, quand on voit les stats, au-delà des stats, hein, il est très performant, mais quand on voit les stats qu'il fait en Ligue 1, bah, on se dit qu'il va falloir valoriser au maximum le joueur pour en tirer un max l'été prochain. Parce que, honnêtement, s'il continue comme ça sur les 3 mois de saison qui restent, c'est largement un joueur qui va finir en double-double. Et donc, il va falloir valoriser au max un mec qui aura sûrement envie d'aller voir ailleurs et qui, honnêtement, à son âge et avec un double-double en Ligue 1, peut aller chercher une équipe qui joue l'Europe. Alors, pas forcément en Ligue 1, mais un mec qui peut aller chercher une équipe qui joue l'Europe en Belgique, en Suisse, etc. C'est clairement un mec qui peut aller chercher un défi comme ça. Ou alors aller chercher un gros contrat comme il avait été approché l'hiver dernier enfin cet hiver par Chicago, où un gros contrat lui était promis. Euh, Ouais, honnêtement, sur le plan offensif, grosse cohérence. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, ces trucs sur les milieux ou la défense. Bah après, en termes de performance individuelle, Oneiwu, la rentrée nous plombe. Clairement, ça a été catastrophique. J'ai rarement vu un joueur aussi mauvais. Très honnêtement, il a fait toutes les passes vers l'arrière et 2 sur 3 étaient perdues. Ouais. C'est ça le pire, C'était c'est que il y a pas aucune une envie. seule passe qui est pour casser une ligne, qui est pour créer du danger, et en plus, 80% de ces passes sont loupées. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent en touche, il y en a qui sont. Mais c'était abominable son entrée. Et d'ailleurs, vu le Ouais. message qu'il a posté sur Insta, je sais pas si tu l'as vu, Cédric, mais voilà, il a fait un lapsus sur Insta pour s'excuser, etc. Mm. Je pense qu'il a très vite pris conscience de la qualité, enfin, ou plutôt de la non-qualité de sa prestation. Ah ouais. Mais honnêtement, c'était vraiment compliqué. Ah, c'était horrible. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur autant en difficulté. Ouais, Clairement, ouais. c'était horrible. Puis en plus, il a eu 45 minutes pour s'enterrer, on va dire. Là où Mm. d'habitude, il a un quart d'heure, 20 minutes. Donc bon, sur un quart d'heure, 20 minutes, l'impact est moindre. Là, il a eu 45 minutes pour vraiment enfin, perdre confiance au fil des minutes et vraiment rendre une prestation cata. Bah, surtout qu'en plus, on se dit si Traoré est blessé, moi je m'attendais à avoir plutôt Danois directement en 10, enfin ou en relayeur on va dire. Et d'ailleurs quand il est rentré et qu'il a mis Oneiwu là où il touchait le moins le ballon possible, bah, c'était mieux d'ailleurs. On a senti une nette différence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur la défense, si t'as un petit mot. Euh, Bah, Akpa, j'ai pas envie de le sabrer parce qu'il est tombé quand même face à un bon attaquant aussi, et qui est vraiment dans le registre qui, je pense, lui posera le plus de problèmes. Donc c'est aussi pour ça. Bon, Joubal, bon, et les latéraux, over QI à la 45e comme tous les matchs, qui finit en crampe à 60e et qui sort sur un corner. J'ai cru qu'il allait encore nous faire comme la semaine dernière, on allait prendre le but dans la foulée. Pélissier d'ailleurs à ce moment-là, je ne sais pas s'ils l'ont montré à la caméra, mais nous au stade je l'ai vu, il était fou. Il était fou, il faisait des grands gestes alors qu'il était pourtant plutôt calme. Là, il était vraiment énervé. Et Mensa qui fait du Mensa. C'est-à-dire qu'il est capable de dribbler 3 joueurs, faire une relance phénoménale, et par contre, des 2 autres ballons, il va dormir ou une passe à l'adversaire. Voilà. Donc Ouais, c'est toujours. On sait à quoi s'attendre avec ces joueurs-là, en fait. Donc c'est bon et pas bon. Ouais, pour le coup, Metsa, je l'ai trouvé en difficulté, bien que discipliné, parce qu'il aurait pu aussi aller à l'abordage en repassant sur une défense à 4. J'ai trouvé quand même assez discipliné, malgré tout, mais en difficulté, beaucoup trop en difficulté dans les transmissions et tout. Vraiment, là où lui, techniquement, il pêche que très peu, là, j'ai trouvé vraiment en difficulté. Ouais, non, je voulais rajouter Enfin, j'aurais voulu rajouter, mais tu l'as très bien dit, Cédric, sur l'entrée de Donoghue. Enfin, on en a parlé. L'entrée de Danois, par contre, réussie, mais enfin, comme d'habitude, en fait, ce mec ne rate jamais un match, c'est incroyable. C'est sa première saison en pro, le mec ne loupe. Il n'y a pas une minute de jeu où il fait quelque chose de négatif. Non, Bah, il, a, j'abuse, mais il a eu du mal à rentrer quand même sur les premiers ballons qu'il touche. Je crois oui, qu'il les 3-4 premiers, il le perd. Il les perd. Et après il est mieux rentré. Mais au début, ça a été un peu compliqué. Même lui, ça s'est senti, il secouait la tête un peu, il n'était pas ouais, dedans. ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il est vraiment très impressionnant. Ouais. Sinon, au-delà de ça, au milieu, je les ai trouvés plutôt cohérents, bien que il va falloir que Danois rentre dans ce milieu. Je sais pas à la place de qui, mais il va falloir vraiment que Danois rentre dans ce milieu pour amener un peu, aider un peu à la projection. Alors, si on repasse définitivement, ou en tout cas sur le long terme, sur un 4-2-3-1,
on va avoir moins besoin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va y avoir le 10 Traoré qui va venir pouvoir décrocher, Perrin qui va venir décrocher, etc. pour créer le jeu. Si on repasse sur une défense à 5 et un 5-2-3, comme on a vu depuis le début de saison, un 5-4-1 en phase défensive, il va falloir Danois pour aller distiller du ballon plus haut. Même dans un 4-2-3, de toute façon, je pense qu'il est destiné à revenir dans ce 11, tellement il a été important, tellement il a l'air d'être revenu en forme après sa longue blessure. Il a quand même une blessure au quadri où je me rappelle Cyril Olivet, ce journaliste de l'équipe qui était venu dans l'émission, qui avait dit le club n'a aucune info sur sa blessure, c'est impossible de faire un examen concret, etc. Finalement, il a réussi à revenir, mais avec au moins 2 mois d'absence, si je me trompe pas. Euh, Là, il revient, il prend des bouts de match, mais sur ces bouts de match et puis sur ce qu'on a vu avant, il a largement les capacités, largement le niveau pour venir se réintégrer dans ce milieu-là. Alors, est-ce que il y aura encore un changement avec un 4-3-3? Est-ce que Masengo Wusu sortira de ce 11? On verra. Mais pour moi, Kevin Danois doit y rentrer sans trop de problèmes. Sur la suite de la compo, ouais, on a parlé de Djoubal et de Dakpa. C'est vrai que Djoubal a encore fait un très très grand match. De toute façon, c'est le patron de la défense. Défense à 3, défense à 2, enfin voilà, charnière à 3, charnière à 2, défense à 4, défense à 5. Il est de toute façon toujours très très bon. Là, on a vu souvent Pélissier, on a vu notamment à la télé, mais on l'a vu aussi sur certaines séquences demander à Djoubal d'aller chercher parfois plus haut, d'aller déranger le porteur, parfois quitte même à sortir de la défense. Il lui a demandé même parfois voilà, sur des phases un peu plus hautes où Brest était plutôt dans son camp, de pousser le bloc pour essayer d'aller chercher un peu plus haut. On voit que c'est lui qui a en tout cas toutes les responsabilités, c'est lui le messager du coach sur le terrain et voilà, c'est vraiment le capitaine accompli et ça fait très longtemps qu'il n'a pas loupé vraiment un match, qu'il n'a pas été vraiment mis en difficulté et pourtant ça tourne autour de lui, hein. Là c'était une défense à 4 avec Akpa, le match d'avant c'était une défense à 5 avec Diomandé et puis Ocho. Enfin voilà, vraiment ça tourne autour de lui et pourtant lui est toujours aussi bon. Donc c'est très, enfin je pense que voilà, il apporte vraiment de la sérénité derrière, parce que même à la relance, en plus, il est propre. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les performances individuelles. Yann, si tu veux, toi qui regardes pas Auxerre tous les week-ends, ou en tout cas, j'imagine que tu regardes pas Auxerre tous les week-ends, rajouter un truc sur les joueurs qui t'ont plu? Le premier, bon, c'est pas une surprise parce qu'on le connaît, c'est Djoubal, toujours impressionné par l'intelligence et la lecture de jeu de ce joueur. Pourtant, je ne trouve pas d'énormes qualités techniques, physiques ou quoi que ce Ouais, soit, ouais. mais le cerveau compense magnifiquement bien et c'est plaisant de voir des défenseurs comme ça. Et évidemment, Perrin. Perrin, tu parlais en tout début, en parlant de Brest, en disant qu'il manquait de quelqu'un pour animer, pour être créateur, pour surprendre un peu. Bah, Perrin, même si voilà, c'est pas sexy sur le papier, c'est plaisant à avoir joué, hein. Vraiment, s'il veut venir à Brest, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est globalement ça. Et puis, le dernier point, vous l'avez un peu évoqué, c'est Traoré. J'étais quand même bien content de le voir sortir parce que on l'a senti monter en puissance au fur et à Ouais. mesure de la mi-temps. La fin de première mi-temps, bon, il y a son raté qui, je pense, lui met peut-être la tête un peu dedans. Je crois qu'il se blesse à ce moment-là. Mais c'était de plus en plus fort et je me disais qu'en deuxième, ça pouvait être la flèche qui nous ferait un peu mal. Voilà, globalement. Mais sinon, pas énorme surprise parce que je crois que je l'avais déjà dit à un ami auxerrois, mais au match aller, Brest, certes, avait coulé parce que la tête à autre chose ou quoi que ce soit, mais on avait vu une équipe d'Auxerre qui était très cohérente avec des performances individuelles où on n'avait pas l'impression que les joueurs surperformaient, juste qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et qu'ils le faisaient bien. On a retrouvé un peu ce Auxerre-là avec certains joueurs plus en confiance, d'autres moins, mais pas une surprise de voir ce type d'Auxerre. Et on pourra le dire après, hein, mais je me fais pas trop d'inquiétude sur un maintien tranquille d'Auxerre cette saison, un bon ventre mou bien mérité. Je pense que vous ne demandez pas beaucoup plus pour l'instant. Non, non, S'il non, te plaît. non, 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 on serait d'ailleurs très très content. C'est vrai que nous aussi on se l'imaginait comme ça jusque il y a quelques semaines, voyant les résultats un petit peu stagnés depuis quelques semaines, des points compliqués. On arrive à prendre un point généralement, mais ça fait quand même 11 matchs qu'on n'a pas gagné. Et malgré tout, j'en parlais avec mon père il y a pas si longtemps. Je lui disais, voilà, ça fait 11 matchs qu'on n'a pas gagné, on n'a pas gagné depuis mi-novembre. Et malgré tout, on est passé que de la huitième à la 11e place. C'est aussi dire je sais pas si c'est je saurais pas dire si c'est voilà, si c'est le championnat qui est mal fait ou si on avait pris, parce qu'on n'avait pas pris de temps d'avance que ça en plus. Alors depuis 11 matchs, on a quand même pris des points. Là, quand je regarde la dernière victoire, c'est contre Angers le 24 novembre. Depuis, on a pris un, 2.
3, 4, 5, 6 points. Donc on a pris 6 points, euh, ce qui est pas énorme, c'est l'équivalent de 2 victoires, et pourtant on arrive quand même à être... alors on a peut-être... Oui, on est passé 12e quand même, on est passé 12e, et puis derrière ça revient fort. Mais voilà, ça montre quand même qu'on arrive à se maintenir à une place relativement ok. Et puis surtout, il y a quand même des équipes derrière, le week-end de Ligue 1 l'a montré, qui paraissent faibles. Nantes et Saint-Étienne qui prennent une volée samedi, alors respectivement contre Monaco et Marseille. Vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Mm. Donc deux équipes, deux grosses équipes du championnat. Mais voilà, c'est pareil, Le Havre, Montpellier, ça me paraît compliqué. Je me dirais quand même, même Reims, qui pour le coup, je voyais bien meilleur que ça, a vraiment des difficultés. Euh, je nous vois effectivement meilleurs que certaines équipes, bien que le maintien, je l'espère, va être acquis relativement tôt dans la saison, mais ce sera pas facile. C'est vrai que je crois que c'est quasiment un perfect des intervenants que j'ai eu dans l'émission qui me disent Auxerre va avoir son maintien tranquille, même sur les matchs où on a perdu. Alors à part en tout début de saison, parce qu'en tout début de saison, on avait vraiment été cata contre Montpellier, Le Havre, Nantes. Donc là, pour le coup, j'avais moins eu enfin, on avait moins eu en tout cas entre guillemets ces éloges ou en tout cas le fait de qu'Auxerre allait se maintenir facilement. Sinon, depuis c'est imperfect, donc c'est vrai que ça fait plaisir, malgré on se rapproche quand même dangereusement, j'ai envie de dire, de la zone un peu moins cool. Nantes qui a 4 points et même Reims et Rennes qui sont respectivement à 3 et 2 points. Donc voilà, va quand même falloir remettre la machine en route au niveau des points. Parce que sans ça, il y a un moment où ça va devenir compliqué. Et quand on regarde les prochains matchs, alors on n'en est pas encore à l'instant prono, mais voilà, Marseille, Strasbourg, ce sera deux matchs très très compliqués où potentiellement tu fais deux défaites. Parce que Strasbourg, là, vraiment, ils sont pleins de bourre et à mon avis, ils vont essayer d'aller chercher potentiellement l'Europe. Et puis après, Reims, où là, ça va être un match crucial pour les deux équipes, à mon avis. Puis après, par contre, tu vas recevoir Montpellier, etc. Donc voilà, sur les trois prochains matchs, il va falloir au moins 3 points, au moins une victoire, renouer avec la victoire. Parce que si on fait encore deux matchs sans victoire et qu'on renoue avec à Reims, ça fera quand même 13 matchs sur la moindre victoire. Ça commence à faire une grosse série quand même. Ça fera 13 matchs sur 25. Ouais, donc là, on est à la 25e journée. C'est-à-dire qu'on n'aura pas gagné depuis la 12e. Ça commence quand même à faire beaucoup. Donc, ce serait bien quand même de renouer avec la victoire, même si, effectivement, je nous vois peut-être meilleur que certaines formations de cette Ligue 1. En tout cas, merci Mais Yann, ça justement, fait plaisir de nous voir. je termine juste, c'est un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est que généralement les équipes qui enchaînent 9-10 matchs sans gagner, elles arrivent, elles ne savent pas quoi faire, elles sont en panique. On a joué le maintien 4 ans de suite, on a connu des trous comme ça et notre équipe ne ressemblait plus à rien. C'est-à-dire que tout le monde, personne ne savait quoi faire, il n'y avait aucune cohérence d'ensemble. Et c'était pas le cas d'Auxerre. Tu arrives avec 11 matchs sans victoire, tu as un plan de jeu qui est clair, chacun fait ce qu'il fait sans dépassement de fonction ni rien. Je reconnais là la patte Pélissier, mais c'est impressionnant de calme et de sérénité. Et ça, c'est quand même un très bon argument pour un maintien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, Pélissier, il est exemplaire sur ce point-là. Euh, Jamais un mot du. Cédric l'a mentionné sur la réaction sur la blessure d'Hoover. Tellement c'est rare de le voir s'agiter, réagir, etc. Vraiment, c'est toujours très serein, très calme. Même dans les confs d'avant-match, d'après-match, toujours serein à défendre les joueurs, à être convaincu en même temps des capacités qu'il y a au sein du groupe mais toujours aussi dans la remise en question. Enfin voilà, vraiment, je pense qu'on a une très très grande chance de l'avoir au club. Et puis, il faudra espérer, en tout cas moi j'espère personnellement que les dirigeants continueront avec Pélissier, même si les résultats sont peut-être pas aux attentes des objectifs. Après, s'il y a maintien, les résultats seront aux attentes des objectifs. J'espère que les dirigeants n'avaient pas fixé autre chose que le maintien comme objectif. J'imagine que non. Donc voilà, j'espère qu'on pourra continuer avec Pellissier en tout cas le plus longtemps possible parce que il dégage vraiment beaucoup de sérénité. Bien qu'il y en a pas mal qui demandaient déjà son renvoi, etc. sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, on va même pas en parler parce que, enfin voilà, Ouais. je pense que ça s'apparente Surtout qu'il fait plutôt à quand même, une. Vas-y surtout Cédric. qu'il fait quand même beaucoup progresser les joueurs au passage, parce que quand on voit les joueurs qui performent cette année, c'est ceux qui étaient là l'année dernière. Donc c'est là qu'on reconnaît aussi qu'un entraîneur est plutôt bon, c'est quand il arrive à faire évoluer ses joueurs. Ouais, c'est quand même un peu gonflé de certains de commencer à vouloir sa tête, alors que bon, sans lui, on serait pas là où on est aujourd'hui.
Oui, puis c'est bien beau de vouloir tirer sur Pélissier, mais tu l'as dit, les joueurs qui sont performants cette année, c'est les joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Vraiment, quand tu fais une montée en Ligue 1, il y a des clubs aussi qui se disent qu'ils vont acheter d'autres joueurs, qui vont étoffer un peu l'effectif. Alors c'est bien d'avoir de la continuité, mais il faut voir aussi ce avec quoi le coach peut composer. Et aujourd'hui, l'effectif de Pélissier, il est correct, parce que tu as des joueurs qui arrivent à performer, voire surperformer, comme Perrin, comme Ahmed Traoré l'a fait pendant un moment. Au-delà de ça, il y a des lacunes. Même sur un 11 type, tu as toujours un ou deux joueurs, trois joueurs qui sont en dessous du lot. Et quand tu regardes aussi les joueurs qui rentrent, on peut pas se permettre, nous, de faire rentrer Robin Fèvre, Abdallah Sima, Mhm. etc. Nous, c'est plutôt de l'ordre de Hassan Dioufé, Florian Rayet, etc. Des joueurs qui sont déjà limites pour le niveau Ligue 2. Donc voilà. D'ailleurs, Nix Ultra qui dit dans le chat, j'en profite, Ahmed Junior Traoré apparemment blessé sur plusieurs semaines. Il n'y a pas eu de communication sur ce sujet, mais effectivement, ça paraissait musculaire, peut-être une élongation ou un truc comme ça. J'espère que ça va pas nous coûter trop cher. Et en tout cas, à mon avis, si Traoré venait à être blessé sur plusieurs semaines, on repasse à 5, hein, je pense. Avec Oui, Sinayoko Perrin et puis Baird en pointe. oui, ou alors carrément 5-3-2 avec Ouais, Danois, Owusu et Masengo, et puis devant, ça sera Perrin ou Sinayuko. c'est possible. C'est possible aussi. Surtout Mais, face à Marseille, où je pense on va devoir ouais, bien combler l'axe, et enfin un peu partout d'ailleurs, mais bon, ouais, ça ouais, va être compliqué. je pense que ça va être un match très difficile contre Marseille. Mais si on va pouvoir passer au top flop. Le top flop, c'est pas forcément un joueur, ça peut être n'importe quoi autour du match, un fait de jeu ou tout, tout ce qui peut entourer ce match. Un top, un flop. Si vous voulez, je peux commencer parce que là, je vous prends un peu, je vous ai un peu cueilli à froid. S'il y en a un de vous qui a son top flop, je vous laisse y aller, messieurs. Euh, Mhm. Moi, bon, je peux y aller. allez, vas-y Yann. Je vais me faire l'écho d'Eric Roy. La programmation. Un vendredi à 19h15, je crois que c'est 48 ou 72 heures après avoir joué un match de Coupe d'Europe. C'est chiant. C'est chiant pour tout le monde. C'est chiant pour vous, hein, pour se déplacer un vendredi. Pour nous, en termes de repos, c'est la cata. Donc, ouais, programmation, gros flop. Ouais, ouais, je suis d'accord, cette programmation. Et encore, c'était entre guillemets mieux qu'au match aller, parce que au retour, là, c'était 20h45. À l'aller, c'était 19h. C'est le seul match de toute la saison à la Baie des Champs qui fait pas guichet fermé. Enfin voilà, 19h à vendredi soir. Et même là, 20h45 vendredi soir, alors que Brest a joué, c'était mardi en Coupe de France. Enfin voilà, voilà. Je te rejoins là-dessus, la programmation vraiment, vraiment pas terrible. Et pour ton top? Pour mon top, je vais quand même dire globalement le caractère de cette équipe brestoise et quand même, faut le dire, c'était un match plaisant. On a pris du plaisir à regarder le match. Je pense Ouais. que les supporters neutres ont bien aimé. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Contrairement à Auxerre Toulouse la semaine d'avant, où la première mi-temps aurait fait fuir les plus gros fans de football, là contre Brest, c'était plutôt plaisant. Il y avait du jeu, il y avait des occasions, ouais, il y avait pas mal de trucs. Il y a eu quand même 6 buts, bien que 2 refusés pour Brest. Mais il y a eu, ouais, il y a eu de l'action dans ce match. Et c'est vrai que pour un supporter neutre, c'était quand même plaisant. Et même pour nous, on repart avec un point. Donc les deux parties sont satisfaites. Et le match était plutôt agréable. Cédric, pour ton top flop? Mon flop, je dirais un peu. Alors, malheureusement, je suis pas habitué à ça. Justement, je trouvais le stade un peu éteint, bizarrement. Alors que, surtout au moment du 2-2, quand l'équipe revient à 2-2, j'ai trouvé que le stade n'avait pas poussé comme ils ont pu le faire. Et je pense que c'est l'environnement. Enfin, juste le fait que. Enfin, je ne saurais même pas dire pourquoi. Mais j'ai trouvé que d'habitude, bah, notamment. Je reviens toujours sur ce match face à Nice, mais face à Nice, c'était un match vraiment hyper frustrant parce que Nice marque, bon, fait une bonne première mi-temps, mérite de mener au score, mais la deuxième mi-temps, elle est, enfin, il passe deux fois le milieu de terrain, je crois. Et là, tu sentais le stade qui était vraiment à fond derrière. Et, euh, et là, alors que l'équipe fait le job, elle est au-dessus, clairement. Et à 2-2, je trouvais qu'ils n'ont pas spécialement poussé. Alors c'est un peu étonnant. J'ai trouvé, enfin, mon ressenti en tout cas de quand j'y étais. Je pense que Et tu le top, as l'horaire. Pour ouais. l'expliquer, hein, juste, je Mm. défends, je suis très chauvin, mais je pense que tu as l'horaire, évidemment, qui joue. Et mine de rien, ça va faire très bizarre de dire ça, mais une fatigue monstrueuse Ouais. de passer avec tant d'émotions de haut, de bas, tu es en Ligue des Champions, tu commences à arriver de Coupe de France. Je crois que pour beaucoup, ce match contre Auxerre, alors qu'il était important, c'était pas la priorité. Je Ouais, pense non, mais je que suis c'est d'accord, tout je te rejoins. simplement ça.
je te rejoins là-dessus, effectivement, et c'est vrai que il y a tellement d'émotions qu'au final, un match contre Auxerre, c'est pas. Bon, c'est important parce qu'en soi, à la fin, comme je dis, moi, je suis persuadé. Moi, Brest, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Et puis en plus, bon, j'habite à côté. Donc, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils retournent en Coupe d'Europe aussi. Mais c'est vrai que enfin, ils ont la qualité pour. Et c'est vrai que c'était un match important. Mais c'est vrai que c'était un peu déçu, justement, par rapport à ça. Et bon top, ça sera aussi pour le côté brestois parce que à chaque fois que je vois les matchs, je me dis mais pourquoi ils tentent pas l'attaque Baldé, Ajorc et Sima, les trois devant. Et sur la fin de match, on y a eu droit et j'ai trouvé ça pas horrible. Et je me dis qu'avec un Fèvre, vu que bah, justement Doumbia est pas dedans, je me dis qu'avec un Fèvre un petit peu derrière qui fait le job et les trois devant, bah, c'est à revoir. Moi, je me dis c'est un truc qui me plaît bien en tout cas. Ouais, ouais, Ben, Après, côté Auxerrois, en termes de l'an top flop, prochain contre c'était un vous. peu classique. vas-y Yann, tu disais? Ouais, excuse-moi. Que le trio que Cédric a évoqué, on espère pouvoir l'aligner l'an prochain contre vous. Voilà, on pourra l'essayer. Ah ouais, c'est vrai que l'entrée, enfin on en a parlé, mais l'entrée de Baldé, puis la qualité, enfin voilà, Abdallah Sima c'est quand même un joueur de qualité, mais l'entrée de Baldé, ouais, impressionnante. Et d'ailleurs, assez particulier qu'il soit pas titulaire d'entrée, enfin voilà. Moi je l'aurais bien vu peut-être titulaire d'entrée. Il n'avait pas été titulaire contre le PSG, si? Baldé, mais je crois pas Sima. Euh, Parce, parce qu'il avait jamais fait jouer les C'était trois. Sim Baldé là. Je crois que Baldé l'avait été, mais j'ai un Bah, doute. Ok, J'avoue, je suis plus en Baldé tête. était titulaire, mais pas. Attendez, je vous dis ça tout de suite. ok. Ouais, dans tous les cas, en tout cas, il a fait une très Mais dans très tous les belle. cas, c'est un jeune mec qui joue beaucoup. Ouais, C'est Sima qui était titulaire contre le PSG et pas ouais, Baldé. ouais, C'était c'est ça. Fèvre, Ajorc et Sima. Ok. Ok. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Donc, pour le coup, je l'aurais peut-être attendu titulaire. Bon, en tout cas, son entrée a vraiment été réussie. Avant que je donne mon top flop, n'hésitez pas dans le chat à donner votre prono pour la réception de Marseille samedi soir. N'hésitez pas dans le chat à donner votre prono. Euh, pour mon top flop, pour le top, j'irai sur Perrin, pas très original, mais je suis tellement heureux de le voir à ce niveau-là. Je l'ai suffisamment euh, critiqué entre guillemets, mais voilà, la saison dernière, quand il voulait prendre beaucoup de responsabilités, en début de saison, quand c'était très compliqué pour lui, qu'il avait été mis sur le banc, etc., et que voilà, vraiment, il a une résurrection entre guillemets après sa mise sur le banc, et je suis très content pour lui et pour l'équipe, hein, parce que honnêtement, qu'il arrive à avoir ce niveau de jeu-là, au-delà des statistiques, mais vraiment sur le fond de jeu, son importance. Il y avait un article dans l'équipe la semaine dernière avec justement sur lui où Pélissier disait voilà, quand je le mets sur le banc, je lui demande s'il veut devenir un joueur moyen de Ligue 2 ou s'il veut réellement passer un cap. Et je pense que voilà, Perrin, c'est un mec qui a besoin qu'on lui colle des challenges, d'être challengé, mais aussi mis en confiance dans un projet. Et je pense que c'est tout ce que lui offre Pélissier. Et honnêtement, ça lui réussit très bien. Donc voilà, ce sera mon top pour ce soir. Au niveau du flop, bah, je dirais la non-qualité, enfin en tout cas le fait qu'on n'arrive pas à garder un score. C'est pas possible. Quand tu gagnes 2-1 à l'extérieur comme ça, quitte à changer la manière d'aborder le match, mais tu dois faire en sorte de repartir avec 3 points. C'est la même chose le week-end dernier contre Toulouse, mais dans ces matchs-là, à la position où est Auxerre, avec le style de jeu qu'on a réussi à emprunter, avec la solidité qu'on a réussi à avoir contre certaines équipes, contre Lens, contre Paris, tu dois pouvoir, tu dois être capable de garder le résultat, de faire le dos rond jusqu'à la fin, de rester concentré, quitte à sucrer un attaquant pour mettre un défenseur. Enfin, voilà, on est, enfin, je veux dire, on n'est pas là pour faire dans le social. J'utilise souvent cette expression, mais si on doit faire, parce que le deuxième but, on le marque à la 74e. Mais si on doit faire un quart d'heure, 20 minutes de jeu pourri et que les supporters neutres, justement, ne soient pas très heureux d'être devant le match, mais faisons-le parce que l'objectif c'est de prendre 3 points. Et on sera d'autant plus heureux d'avoir vu 75 minutes de beau football et 15 pourris, mais avec 3 points, que 90 minutes de beau football, mais avec un point. Donc on doit être capable de rester concentré, d'appliquer la rigueur qu'on a eue sur certains matchs, sur certaines séquences,
Là, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire et on laisse l'opportunité aux adversaires de d'égaliser. Et je pense sincèrement qu'il va falloir régler ce problème parce que ça fait deux matchs, voilà, enfin ça fait trois matchs qu'on arrive à marquer deux buts dans chaque match. Donc la moyenne de buts, elle est bonne. Maintenant, il faut réussir à tenir. Alors on en prend quatre contre Monaco, mais presque je l'exclus un peu parce que Monaco c'est largement au-dessus, il y a rien à dire. Mais contre Toulouse et Brest, bah tu gagnes deux fois, enfin tu gagnes dans les deux matchs, tu gagnes deux fois au score, enfin, t'es devant deux fois au score, tu dois être capable de maintenir l'avantage. C'est pas possible autrement, et sans ça, on va vraiment laisser passer trop de matchs, parce qu'il y a un moment, on peut pas non plus marquer 5 buts par match pour espérer gagner. Donc voilà, moi c'était juste mon flop, le fait qu'on n'arrive pas à garder le score. Messieurs, pour finir l'instant prono, Cédric, si tu veux nous donner ton résultat pour la réception de Marseille samedi soir à la Baie des Champs, est-ce que tu nous Ouais, vois réitérer l'exploit du match aller? ça risque d'être compliqué, mais justement pour revenir sur ce que tu disais, j'avais vu sur Twitter, il y avait quelqu'un qui publiait Auxerre mène à la mi-temps et perd ou fait match nul à la fin du match, C'est c'est- c'est Johan, cote à ouais. C'est 4,5 Johan. et c'est exactement ce qui s'est passé et comme d'habitude, donc c'est vrai que c'était drôle du coup, petit clin d'œil à la personne qui avait mis ça. Pour samedi, bah j'ai un peu peur. Honnêtement, j'ai un peu peur qu'on prenne une branlée. Après, en vrai, mon score, je dirais 2-0 Marseille. Honnêtement, malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Ils sont quand même vraiment, ils ont de la réussite aussi en même temps. Ils sont meilleurs et ils ont la réussite, donc je pense que ça va vraiment sur une telle dynamique que voilà. Après, moi, j'aimerais bien qu'on gagne 1-0 de façon très sale, hein, mais je pense vraiment, mon vrai pronom sera 2-0 Marseille. Oui, oui, c'est plutôt réaliste quand on voit le match de Marseille contre Saint-Étienne ce week-end, etc. Voilà, c'est une équipe qui s'est très très bien renforcée encore cet hiver, qui a une équipe vraiment très très solide, et ça va être compliqué. Je vous mets Après, juste le... Vas-y, Cédric. je crois que Balerdi est pas là, par contre, donc en défense, peut-être qu'on pourra marquer, parce qu'il est quand même censé mener un peu tout ça. Après, on va voir. Ouais, on verra. J'ai vu, ouais, effectivement, qu'il y aurait peut-être soit Kondogbia en charnière, voilà, peut-être un milieu qui va venir jouer un peu plus bas. Même Rongier, je crois, qui a déjà fait l'intérim dans l'axe. On verra qui sera titularisé samedi soir. Je vous ai mis le classement de l'instant prono, en tout cas les premières places en haut à gauche. Ça faisait un bout de temps que ça n'avait pas bougé. Euh, je vois que j'ai fait une erreur. Je vois que j'ai fait une erreur, mais c'est bien la JAB qui est en tête avec 6 points, donc qui est à égalité avec Ewen. Voilà. Yann, juste si tu veux donner ton prono pour la réception d'Auxerre de la réception de Marseille par Auxerre. Et puis on reviendra après sur le prochain match en Ligue 1 du Stade Brestois. J'avoue que Marseille me fait très peur en ce moment aussi. Désolé, ça va être un truc genre 4-1, 4-2. Voilà, désolé. Et je pense que nous, on prend à peu près. Ouais, ça va être très très compliqué hein, contre Marseille, honnêtement. Équipe très en forme. Déplacement à Strasbourg pour Brest. Résultat, comment tu vois ce déplacement? Bah, historiquement, Strasbourg, ça ne nous réussit pas, sauf l'an dernier. C'est peut-être le match, je ne veux pas dire plus important qu'il en reste en Ligue 1, mais si on le gagne, on va jouer la course à l'Europe jusqu'à la fin de saison. Si on le perd, bon, on sera au ventre mou, tranquille, ce qui nous irait très bien par rapport aux objectifs initiaux. Donc, petite excitation sur ce match, mais je vais partir sur un match nul 2-2 encore. Mais grosse qualité offensive à Strasbourg, grosse qualité offensive à Brest, allez, de partout. Ouais, c'est vrai que Evega, il est en super forme en ce moment. Et puis là, vous enchaînez quand même, vous avez encore 4 matchs jusque tout début mars et le déplacement à Lyon. Donc entre la Ligue des Champions et puis la Coupe de France, tout va s'accélérer là. J'espère que vous serez pas à une compétition au début mars. En tout cas, j'espère pour vous. Même si ça vous permettra peut-être, si début mars vous gagnez contre Lyon, admettons, vous prenez victoire contre Strasbourg, contre Lyon, vous perdez Dunkerque et Paris. Bon, admettons, en soi, ça vous met vraiment dans la course à l'Europe pour la fin de saison. Peut-être que c'est aussi quelque chose enfin, qui toi, en tout cas, pourrait te satisfaire, Yann. Ouais, maintenant, je pense.
je ne vais pas me faire le porte-voix des supporters brestois, mais aujourd'hui, ce qui fait vibrer les Brestois cette fin de saison, c'est la Coupe de France. Ouais. Là, si tu tapes Dunkerque, tu passes. En plus, il y a le rival Guingampé, contre qui on n'a pas joué depuis 15 ans, enfin un peu moins. Il y a trop d'émotions possibles avec la Coupe de France, et si je dois sacrifier la Ligue 1 pour espérer aller au Stade de France, je le fais sans hésiter. Ouais, surtout que là, la Coupe de France, le tableau est vraiment, vraiment. Enfin, il y a vraiment possibilité de faire quelque chose. C'est-à-dire que, mis à part le PSG, je crois qu'il reste plus personne là en Coupe de France. Ouais, C'est plus ça. personne. Entre guillemets, hein, on s'entend, hein, parce que Dunkerque est une très belle équipe, Guingamp a aussi des capacités, mais en tout cas, le tableau reste relativement ouvert pour une équipe comme Brest. Donc, pourquoi pas espérer quelque chose. Il y a quand Tout à même fait. 3 clubs de Bretagne encore en lice. Et oui, Saint-Brieuc Et oui, Guingamp oui, et Brest. c'est ça. Et oui, bah la Bretagne, terre de football en même temps, hein. Exactement. Grosse terre de football. Messieurs, je vous remercie pour cette très belle émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. C'était un grand plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci aussi dans le chat. J'espère qu'on sera amené à se recroiser, Cédric, pourquoi pas cette saison. Et puis Yann, bah, j'espère Plaisir. qu'on sera amené la saison prochaine à se recroiser pour. Bah, ça voudrait dire qu'on a réussi à se maintenir en Ligue 1 et ce sera un grand plaisir. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation, pour avoir répondu présent. J'espère que vous avez, l'émission, pardon, vous avez pris du plaisir. Moi, je vous souhaite une très agréable fin de semaine, à vous aussi dans le chat. Et puis, allez la GIA, tout simplement. Et puis à la semaine prochaine pour débriefer le match contre Marseille. Merci à tous. Bonne soirée.